Bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. J'aimerais juste vous dire que l'opportunité qui nous était offerte était très agréable. Comme vous savez, l'architecture, c'est un grand travail d'équipe. Notre équipe a travaillé fort, c'est un beau problème, un bel problème dans le bon sens du mot problème, un défi intéressant. J'aimerais juste vous présenter un peu notre équipe. Comme vous savez, on est 5 aujourd'hui. Les architectes, c'est Affleck de la Riva avec Co-Architecture de Montréal et de Québec. On a Arup en génie et Martin Roy qui nous assiste en mécanique électrique et Guy Mouchagalousa qui fait partie de l'équipe comme un constant spécial. Aujourd'hui, en présence, il y a César Herrera qui vient de Co-Architecture de Québec, nos partenaires. On a Charles Ormsby qui vient de Arup. On a Guy Mouchagalousa-Toigo qui est là comme constant spécial en or. Et Richard de la Riva, c'est l'autre moitié de Affleck de la Riva. Et en fait, aujourd'hui, ça va être moi. Moi, je suis Gavin. Et Guy et Chuck qui vont un peu... On appelle Charles Chuck, c'est correct? Charles, oui? Ben oui, je réponds. Il est connu comme Chuck, qui vont présenter un peu notre projet. Alors voilà, j'aimerais juste commencer. C'est une bibliothèque et alors on a commencé un peu par lire un peu et on a consulté des livres. On sait que le bâtiment va être nommé après une œuvre de d'Annie Laferrière. Nous, on a un peu regardé un peu d'autres de ses écrits. Puis je vais juste commencer par lire une de ses citations. On finit toujours par se baigner dans le fleuve de la culture. Pour moi, il faut habiter l'espace où l'on se trouve, avec ses visages et ses paysages, son rythme particulier et ce vieux rêve de transplantation, car l'homme est un arbre qui marche. Alors, voilà. Le bâtiment, évidemment, on a une bibliothèque et un centre culturel qui se croisent, mais avant tout, on a abordé le projet. Tu peux laisser sur l'autre, Richard? Oui. Avant tout, on a abordé le projet vraiment comme un lieu de rencontre, une place de socialisation, une place qui va accueillir le monde du quartier, une place qui va vraiment mettre en place des interactions entre des jeunes, entre des générations différentes, un place qui, la solidarité interculturelle est très importante. Ça, c'est avant tout les objectifs de projet. Nous, comme les architectes, on l'a mis en forme, mais ces choses sont très importantes dans l'ensemble des images qu'on avait créées. Évidemment, un genre d'oasis, un havre de paix pour les gens du quartier. Aussi, on sait qu'il y a beaucoup de monde qui arrive, comme on voit dans les œuvres de Danny Laferrière, d'autres places. Puis on veut aussi faire la mémoire des lieux pour avoir un sens d'identité puis comprendre où on est. Alors ça, c'est vraiment les choses qui soutiennent le projet qui sont très importantes pour nous. Juste une façon globale, alors, on est où? Il y a 2 arrondissements ensemble qui se réunissent pour faire le projet. Montréal-Nord, qui est un peu en haut de l'image, et Antique en bas, avec le boulevard Saint-Michel au centre. On sait qu'une chose typique de Montréal-Nord, c'est le grand diagonale des grands boulevards légers, Henri Bourassa, qui donne toujours des genres de bâtiments en pointe de tarte. Alors, on a cette présence-là. La présence du fleuve, le fleuve était là avant tout, il va perdurer. Alors, ce sont tous ces aspects ici d'une façon physique qu'on voulait mettre ensemble. Il y a 2 arrondissements, mais il y a aussi 2 grands partenaires. On sait que c'est le Civica et la Ville de Montréal sont aussi à 2. Fait que c'est un projet duo de plusieurs façons. Notre approche conceptuelle se divise un peu en 3 grands volets, idées, images, expérience. Moi, je vais juste faire un bref retour sur nos idées et notre image. Et Guy, par la suite, va vous présenter expérience. L'idée principale, ça remonte à
notre premier document, la première phase du projet, on a trouvé une chose un peu ludique, qui est des idées de Mohamed Ali, qui classifiait des gens par les noix et des fruits. C'était un peu ludique comme idée, mais on a transplanté ça un peu dans les bâtiments, puis pour décrire notre bâtiment comme un noix, dur à l'extérieur, tendre à l'intérieur. On sait qu'on est sur un boulevard, il faut quand même adresser la ville, il y a une certaine protection qu'il faut que le bâtiment donne, mais à l'intérieur, on voulait avoir quelque chose de plus souple qui accueille les gens. Alors, on le voit ici transplanté dans le plan de site avec l'idée vraiment de beaucoup de perméabilité sur le boulevard et le coin nord-est plutôt des parties plus dures et privées du bâtiment. En termes d'image, nous étions intéressés un peu par certains écrits, on est inspirés par certains écrits de Danny Laferrière, et on a créé un bâtiment où cette promenade ou cette ouverture sur la ville devient quasiment l'expression de quelque chose qui bouge ou marche. Il faut remarquer aussi qu'on sert pour ceux qui ne sont pas des architectes, le mot parallaxe, c'est intéressant. Ça veut dire que quand on bouge, les choses sont toujours en train de tourner sur le boulevard. C'est très actif, le boulevard Henri Bourassa. Alors, voilà, ça, si on regarde un petit peu plus en détail, cette idée de l'image, de ces pattes du bâtiment, l'arcade qui devient quasiment en mouvement et qui ouvre beaucoup sur la ville, puis fait découvrir tout un monde intérieur qui est vraiment un lieu plein d'art et plein de choses que Guy peut adresser parce que c'est la partie qui nous a aidé beaucoup. Ce bâtiment-là, il a été conçu surtout pour que ce soit à la fois agréable, autant pour le personnel que pour le public qui y viendra. Dès qu'on arrive sur le boulevard Henri Bourassa, on fait face à une murale au motif qui fait référence aux Premières Nations. Comme vous voyez, la grande murale qui est ici à gauche. Et évidemment, par les grandes fenêtres, on aperçoit aussi une grande murale d'un artiste contemporain. Donc d'ici, cette murale, elle fait tout le mur intérieur, mais de l'extérieur, déjà qu'on passe la rue Henri Bourassa, on peut rencontrer. Donc on peut voir déjà ce qui se passe un petit peu à l'intérieur. Donc, le personnel et le public est vraiment au cœur de l'expérience. C'est-à-dire que la partie arrière, qui est plus technique et qui est réservée au personnel, les œuvres d'art seront présentes, et évidemment la partie avant aussi, la partie que le public va fréquenter. Dès qu'on rentre, donc on est déjà dans un environnement qui est très artistique et très coloré, sans pour autant être très intimidant comme ça peut être dans certains centres culturels ou dans certains musées, mais ça fait partie de l'expérience d'un qu'on rentre, et ça nous dirige aussi vers le jardin d'hiver qui est au fond. Donc c'est un parcours qui est artistique dès le départ. Et quand vous regardez l'escalier, qui est un peu qui dirige un petit peu vers le haut, parce que le parcours artistique est vraiment par palier. Donc on est à le rez-de-chaussée et puis les étages qui suivent. Et c'est conçu pour accueillir justement comme entre les escaliers, vous pouvez voir, il y a de box ici pour accueillir donc des sculptures. Ici, on a mis quelques sculptures africaines, mais ça sera vraiment changeant en fonction de la programmation de la bibliothèque et du centre. Et tout en montant, donc en fait, le parcours artistique, il est à la fois horizontal sur chaque palier, mais il est surtout vertical. Quand on monte, et puis qu'on voit à gauche, il y a aussi l'ascenseur qui est vitré, donc on est imprégné avec l'art et tout au long donc, de la promenade qu'on fait dans la bibliothèque. Et évidemment, si on doit transposer ça, disons, à un corps humain,
Donc, on est en train de monter jusqu'à arriver à la tête où il y aura vraiment la bibliothèque, qui sera aussi un espace d'exposition. Chaque endroit, que ce soit les murs ou les étagères, il y aura toujours des éléments qui viendront, disons, présenter, quelles que soient les formes, et surtout dans les arts visuels. Mais il n'y aura pas que les arts visuels, parce qu'au rez-de-chaussée, quand on arrive, il y a la salle qui est réservée à la fois aux arts de la scène, mais aussi aux arts numériques. Et ça sera un endroit où des générations pourront se côtoyer autour du numérique. Donc ici, on peut voir par exemple des projections 3D, mais il y aura aussi des casques pour la réalité augmentée, etc. Et ça sera très très facile d'utilisation. Ça pourrait permettre aux gens qui sont mordus des arts numériques, mais aussi initier ceux qui ne sont pas nécessairement mordus des arts numériques. Le tout, c'est que tout le parcours dans la bibliothèque, ça doit toucher à la fois la tête, le corps et l'esprit. Donc la démarche doit être vraiment engageante pour la personne qui est là, mais sans qu'il s'en rende compte. Comme je le disais, autant du côté public, mais aussi du côté du personnel. Le reste, ça sera pour les questions. Merci beaucoup. Je reviens. Je vais vous faire un petit tour à partir de ce dessin ici, des 4 étages, un bref tour du bâtiment. Et à la fin, Chuck va venir en génie. On avait une approche, développement durable était très important dans le projet. Et Chuck va terminer à la fin avec ça. Mais juste pour passer à travers le bâtiment, je vais monter. Le diagramme ici, on voit, il y a 2 grands axes épines dorsales dans le bâtiment. Le brun, c'est le que nous, on a appelé la machine à livres. C'est vraiment la capacité de livrer, de retourner, de traiter les livres qui arrivent, qui sortent. Puis on a créé même un ascenseur indépendant pour les employés, pour ceux qui travaillent sur les livres. Alors c'est très important cette idée d'une machine à livres, qui des fois est un peu cachée. C'est un peu l'inverse de l'épine dorsale bleue. C'est vraiment qu'est-ce que Guy décrivait, le circuit d'or qui est comme l'inverse de la machine. C'est visible, ça ouvre à tout. Il y a des expositions qui changent. Alors, il y a comme un genre de... On le voit ici, cette partie de la machine à livres, sur le rez-de-chaussée, les livres arrivent, ils montent. Et puis, en même temps, l'autre partie, comme on a dit, la partie très souple, elle est très ouverte. Ça nous dirige entre l'entrée principale, la grande salle de diffusion, jusqu'à le jardin. Alors, c'est vraiment l'idée de le solide et le moins... et le souple. On voit ici, on est dans le jardin d'hiver, puis on regarde vers Henri Bourassa, ça vous donne une idée de l'ouverture créée dans les espaces. On est devant le café et on est dans le jardin d'hiver. On monte un étage qui est en fait, qu'on dit, l'étage de socialisation. On a toutes les fonctions, les jeunes les jeunes dans ce secteur ici qui s'ouvrent dans le jardin, la partie pour les expositions et la partie culturelle qui est très importante sur l'étage visible d'en bas. Et comme on avait dit avant, la partie en arrière est un peu plus privée. On a mis les ados pour l'instant dans le coin. C'est à discuter, les ados, ils vont trouver leur place. Alors, l'espace citoyen, c'est très important. C'est quand même une image COVID, tout le monde est distancé de 2-3 mètres, mais on espère quand le bâtiment va être construit. On a fait un dessin avec un vernissage dans le bon vieux temps, avec plein de monde qui se collait. On l'imagine comme ça. Il est encore un peu comme qu'est-ce qu'on vit encore, mais voilà. C'est quand même très ouvert. Ça permet beaucoup de lumière à descendre et beaucoup de flexibilité dans les expos, des activités, l'espace citoyen. On monte un autre étage, c'est l'étage de travail et administration. Alors ici, on a la partie où l'épine dorsale brune de la machine à livres arrive dans les bureaux des bibliothécaires. Ils ont leur propre ascenseur. Ils ont même un petit accès sur le loggia, une loggia extérieure. Et les autres parties, c'est les parties plutôt travail. C'est l'équivalent
un home working ou un place plus tranquille sur cet étage-là. On arrive à la dernière étage et pour nous, c'était important pour la bibliothèque d'essayer de tout mettre sur un étage. Par force des autres bibliothèques sur lesquelles on a travaillé, bouger les livres, c'est quand même, c'est pas digital, les livres, ils sont encore physiques, c'est des chariots, etc. Alors, on voulait, c'était un peu compliqué avec le concours de programme, et on a réussi à tout mettre sur un étage, puis on a changé le type de structure. On est venu à une structure de bois, c'est plein de lumière. On a travaillé beaucoup en termes de développement durable pour avoir beaucoup de vitrage, mais avec un contrôle solaire. Et ça fait, comme Guy a suggéré, c'est la tête du bâtiment, c'est la bibliothèque, c'est dans l'air, c'est un autre matériel, c'est en bois, c'est lumineux. On a changé le plancher à une autre couleur, on fait quelque chose d'autre sur le dernier étage. Ici, on retourne à l'extérieur, puis vous voyez cette partie ici du projet qui est très importante, c'est qu'on appelle le jardin d'hiver. Je vais demander à Chuck de venir vous expliquer ça, parce que c'est un peu la partie centrale de notre approche en développement durable. Monsieur Ormsby, tu viens? Je vais faire d'ici par souci de chaque seconde qui compte. Mais si on prend un petit pas de recul, le développement durable, c'est quoi? Bien, en fait, c'est la capacité de répondre aux besoins d'aujourd'hui, tout en permettant la capacité des générations futures de répondre à leurs besoins. Donc, ce n'est pas une plaque qu'on met sur un bâtiment, ce n'est pas des solutions technologiques, c'est un comportement, c'est un transfert de connaissances parmi les générations, de manière intergénérationnelle. Donc, c'est cette approche qui nous a apporté à penser aux différentes solutions qui allaient être mises d'avance, d'assurer que c'était bien intégré d'un point de vue architecture, mécanique, électrique, civil, structure, les fonctions en termes de programme, mais aussi assurer que c'était des éléments qui étaient simples, élégants et visibles. Parce que ces éléments visibles, en les rendant visibles, on peut sensibiliser la population, les gens qui arrivent là, dans l'importance d'être des éco-citoyens, d'être responsables des ressources naturelles qui sont précieux. C'est je dirais, un principe qui n'est pas propre à Montréal-Nord. C'est un principe qui est universel. Tout le monde peut s'accrocher à ça. Donc, ce que nous voyons ici, un des éléments les plus visibles développés avec Martin Roy et l'équipe en architecture, c'est une intégration de l'élément biophilique qui permet une ventilation naturelle avec de l'air frais. Donc, ce jardin vertical qui est là, qui reste vert à 4 saisons, permet une ventilation naturelle qui puise de l'air frais du parc qui est espacé dans le parc extérieur, qui a un bassin de rétention qui permet de l'air frais de rentrer directement, être tempéré par de l'aérothermie et donner une brise naturelle qui n'est pas bruyante pour les personnes. Donc, une expérience qui est propre au site comme tel et à l'expérience de bibliothèque, de centre culturel. De plus, avec l'orientation passive, on a des solutions qui minimisent les besoins technologiques et qui sont résilients. La masse thermique du béton comme tel maintient la chaleur l'hiver, maintient la froideur l'été pour tempérer le tout. Il y a aussi des panneaux solaires qui sont sur le dessus, qui permettent de générer 5% des besoins. Donc, vraiment, c'est un élément qui contribue à la carboneutralité du projet comme tel. Donc, le bâtiment en mode opérationnel n'aura aucune émission de carbone. La structure comme telle a été définie et conçue pour être simple. Donc, le béton pour les premiers étages, parce qu'on a des rayons, parce que c'est des charges qui sont lourdes, ça nous permet d'avoir une solution qui est espacée et qui permet vraiment une adaptabilité avec les décennies, avec le temps, de transformer les usages aux besoins. On n'est pas contraint. Mais au-dessus, on a une structure en bois massif, parce que c'est une belle occasion de mettre en valeur cette ressource naturelle qui est très présente au Québec et qui, en fait, réduit l'empreinte carbone aussi, mais donne une allure particulière au dernier étage où on repose, où on prend un petit moment pour se ressourcer. À l'extérieur, on a la stratégie de gestion de l'eau qui commence. C'est vraiment une question de cycle de l'eau.
On valorise l'eau à chaque moment de son cycle. Du moment que ça tombe sur le toit, on le capte. On a une citerne qui est visible et on réutilise cette eau-là pour les toilettes. Donc, ce cycle d'eau qui ferme et puis est redonné par la suite à la terre. Et le dernier diapo indique clairement que c'est une question de nordicité ici, à Montréal. Et on veut accueillir tout le monde, les bras ouverts, autant la population locale qu'immigrante, et leur offrir un espace qui est un havre de paix, 4 saisons, des espaces, des expériences qui sont ludiques, confortables, sécuritaires et surtout mémorables. Donc, merci beaucoup.